Bonjour. Comme l'art, je voudrais remercier l'Institut, remercier M. Vaillancourt et l'art pour leur présentation. Je vais essayer de maintenir le niveau. Alors, on me demande de vous parler de l'action politique c'est un peu drôle parce que je ne me considère pas et je ne considère pas Équiterre comme étant des experts sur cette question-là. En fait, quand Laure, Ciné Ribaud, François Meloche, moi et quelques autres, on a créé Équiterre, on avait eu une vague idée de ce qu'on voulait faire. On voulait changer le monde. C'était comme programme d'organisation, c'était modeste quand même, mais on n'avait aucune idée de comment on allait le faire. On avait une idée de ce sur quoi on voulait travailler. On voulait travailler sur le commerce équitable, sur la responsabilité sociale des entreprises, sur l'agriculture durable, sur les changements climatiques. Et on a commencé à déployer notre action un peu à tatillon au départ. On a commencé à organiser nos premières manifestations. On allait au salon de l'auto pour dire qu'il fallait fermer le salon de l'auto parce qu'il y avait un projet d'autoroute qui allait être construit et le projet d'autoroute allait passer sur le palais des congrès. Alors on demandait aux gens d'évacuer et de quitter le palais des congrès pour ça. Donc, au fil des années, on a commencé à essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait opérationnaliser ça, comment en tant qu'organisation, on pourrait essayer de jouer un rôle dans notre société de façon à amener les changements qu'on souhaitait. Et on a découvert qu'il y a différentes façons, différentes philosophies, différentes visions et différentes méthodes, stratégies du changement social. On a découvert qu'on pouvait le faire en parlant aux gens. Ça s'est fait de façon un peu naturelle. On n'a pas décidé. Quand on regarde, on a fait des sondages auprès de nos membres et sympathisants. Équiterre en a à peu près 140 000 au Québec. On leur a demandé comment est-ce qu'ils nous perçoivent. Puis ils nous perçoivent comme étant une organisation raisonnable. Donc on n'est pas perçu comme étant des extrémistes, sauf tout le respect que j'ai pour les extrémistes, ayant moi-même fait partie de ce que les gens considèrent comme une gang d'extrémistes. Et je me suis fait arrêter 4 fois quand j'étais chez Greenpeace. J'ai escaladé la tour du CN, j'ai fait de la prison. Alors je pense que certains considéraient que c'est passablement extrémiste. Donc je suis encore membre de Greenpeace, je travaille encore avec eux. Mais les gens nous perçoivent comme une organisation et comme des personnes parlables et raisonnables. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être une façon pour nous d'aider à faire changer les choses. Et je vous donne quelques exemples. À l'époque des libéraux de Jean Chrétien et de Paul Martin, cette pratique-là a arrêté entre 2006 et 2016. Je vous laisse deviner pourquoi, mais à l'époque, lorsqu'il y avait des conférences internationales sur les changements climatiques, le gouvernement canadien invitait des observateurs, des représentants des Premières Nations, des groupes de jeunes et de groupes écologistes. Et moi, j'ai fait partie à plusieurs reprises de la délégation canadienne comme l'un des représentants des organisations non gouvernementales. Et là, on est pardon. On est juste avant la conférence qui prépare la conférence de Kyoto, donc en 1997. Je suis sur la délégation et là, on est en train de préparer le texte qui va servir de base et qui va devenir en quelque sorte le protocole de Kyoto. On est à quelques mois de la conférence de Kyoto. On est à Bonn dans une conférence et là, on prépare donc ce texte de négociation-là. Et le chef de la délégation, c'est un ancien des affaires étrangères qui est maintenant à la retraite, Paul Handbacker. Pour ceux qui suivent beaucoup les questions internationales, c'est lui qui était notre représentant à l'ONU lors de la deuxième invasion de l'Irak. Un homme très sérieux, un diplomate de carrière, complet 3 pièces. Et puis, il était sous-ministre aux affaires globales aux affaires internationales de sécurité et aux affaires globales. Et moi, le hippie d'Équiterre avec les cheveux longs, mon habit de l'armée du salut, quand il m'avait arrivé sur la délégation, il n'était pas trop sûr de ce qu'il allait faire avec moi. Mais au fil des jours, il a compris que j'avais un discours intelligent et même parfois intelligible, que je connaissais quand même assez bien les dossiers. Là, il est 11 heures du soir, l'avant-dernier jour des négociations, et il y a un pays qui propose d'enlever un élément du texte qui va servir de base au protocole de Kyoto. Et cet élément-là est très important. Pourquoi? Parce qu'une des choses que nous avons faites dans les ONG, beaucoup autour de la question des changements climatiques, c'est d'utiliser la science pour faire comprendre aux gens, aux décideurs, que ce soit les décideurs politiques, les gens d'entreprise, qu'il y avait un problème. La science, même si nous ne sommes pas une organisation scientifique, comme dit Barack Obama dans tout le débat sur la science aux États-Unis, I'm not a scientist, but I talk to scientists all the time. Alors, on n'est pas une organisation scientifique, mais on collabore, on travaille avec beaucoup de scientifiques. Là, on parlait de Catherine Potvin, par exemple, qui a tenu un blog très longtemps sur le site d'Équiterre et ainsi de suite.
Alors, cet élément-là, ce paragraphe-là qui venait d'être enlevé, proposait de faire une revue de ce qu'allait devenir le protocole de Kyoto sur une base régulière, sur la base des meilleures connaissances scientifiques, c'est-à-dire les travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors moi, je suis dans le fond de la salle parce que même si je suis sur la délégation officielle, je ne suis pas un vrai délégué, donc je ne peux pas être assis avec les gens en avant derrière le petit drapeau du Canada. Donc, je suis dans le fond de la salle. Et là, je me lève et je pars à la course. Et là, je vais voir M. Hanbacker et je dis, Paul, je l'appelais Paul, écoutez, il y a un problème, il faut remettre ce paragraphe-là parce que c'est sur la base de la science qu'on va être capable de voir si les engagements que les pays ont pris sont adéquats. Si on n'a pas ça, comment on va faire pour évaluer les engagements des pays? Et là, Paul se tourne vers ses conseillers, puis il lui dit, qu'en pensez-vous? Et j'avais plutôt une bonne relation personnelle avec ses conseillers. C'est des gens que je connaissais depuis quelques années. Puis, même si on ne faisait pas partie de la même gang, ils appréciaient notre travail. Alors, ils ont dit, bien, M. Hanbacker, eux l'appelaient monsieur. Ben oui, Stephen a raison. Alors, Paul Hanbacker a levé son drapeau, il a dit, le Canada propose de remettre, grosso modo, le paragraphe, et ce paragraphe-là est passé à travers toutes les négociations du protocole de Kyoto. Donc, grâce à des relations personnelles et à une bonne connaissance des dossiers, à une approche qui parfois va être très dure, mais qui va aussi parfois être conciliante, j'ai équiterre un paragraphe dans le protocole de Kyoto. Mais c'est sur la base de ce paragraphe-là, après Kyoto, qu'on a commencé les négociations qui ont mené à l'accord de Paris. Alors, je ne veux pas dire que c'est là juste à cause de moi puis à cause d'Équiterre, mais on a eu quand même une modeste contribution dans le cadre de cet élément-là. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Hein? C'est pas, contrairement à ce que plusieurs d'entre vous faites dans le cadre de vos travaux, ce n'est pas une science exacte, cette chose-là. On y va un peu à tatillon, puis on n'a pas de... J'ai étudié en sciences politiques, mais en sciences politiques, on nous apprend à connaître les institutions, le fonctionnement, les mécanismes. Mais là, on est beaucoup dans le domaine de l'intangible. Et c'est... Est-ce qu'on a toujours raison? Est-ce qu'on se trompe? Certainement. Par exemple, Équiterre a décidé d'avoir une approche où on travaille avec les gouvernements. Peu importe, il y a eu une exception entre 2006 et 2016 à l'échelle fédérale, mais de façon générale, on travaille avec les gouvernements, quels qu'ils soient. Nous n'avons pas, en tant qu'organisation, de couleur politique. Alors, c'est le Parti québécois ou le Parti libéral, on va travailler avec les partis d'opposition, le NPD, ce qui crée des situations un peu cocasses. Donc, j'ai fait quelque chose la semaine dernière en appui. En fait, le Bloc québécois a appuyé une pétition contre Énergie Est qui a été lancée par une citoyenne. Et j'étais à la conférence de presse. Alors là, évidemment, quand arrive quelque chose comme ça, bien là, on reçoit des messages à Équiterre, sur ma page Facebook, sur mon fil Twitter, qui me traitent de sale séparatiste quand je travaille avec le Bloc québécois. Évidemment, ces gens-là vont rester muets probablement quand je serai sur la scène du Congrès du Parti libéral du Canada la semaine prochaine à Winnipeg, où là, je vais aller parler à 2500 représentants du parti, militants, militantes, des changements climatiques. Mais là, à ce moment-là, il y en a qui vont me traiter de sale vendu fédéraliste. C'est un exercice qui est pas facile, qui est un peu périlleux. Si je peux me permettre de revenir sur Énergie Est une minute, je vois M. Zayed, excusez-moi de vous interpeller comme ça, mais j'ai suivi avec intérêt, comme peut-être d'autres parmi vous, les audiences du BAP sur le projet Énergie Est. Je les ai suivies en ligne. Je ne pouvais pas me rendre physiquement aux audiences. Ma blonde a dit que c'était un peu comme du soft porn. Pour moi, je suivais ça comme certains suivent d'autres émissions. Et Laure présentait tout à l'heure le graphique un peu conventionnel du développement durable, hein, les trois cercles, l'intersection entre les trois. Et lors des audiences du BAP, il y a une jeune dame de Trois-Rivières qui est venue faire une intervention dans les audiences que M. Zayed présidait autour de la question du développement durable. Et M. Zayed se tourne vers les représentants de l'Office national de l'énergie, qui était l'un des intervenants. Il leur dit, c'est une excellente question. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer quels sont vos critères à l'Office national de l'énergie en matière de développement durable? Et ils ont été incapables. En fait, ils ont répondu essentiellement que c'est les trois cercles, puis c'est l'intersection entre les trois. M. Zayed de répondre, ça c'est de la rhétorique. Ce ne sont pas des critères en matière de mise en œuvre du développement durable. Et les pauvres hommes ont été incapables de répondre
à une question quand même passablement simple. On ne leur demandait pas c'est quoi la pression au pouce carré dans les tuyaux de Énergie Est ou les systèmes de détection. Alors, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. On doit garder une certaine réserve. Nous sommes intervenus devant le BAP. Nous allons probablement encore intervenir devant le BAP, mais je pense que quand les gens font des bonnes choses, il faut leur dire. Et c'est d'ailleurs souvent ce que les gens avec qui on travaille au niveau politique nous reconnaissent. Alors, il y a des gens qui aimeraient ça qu'on fasse partie de leur gang, hein, qu'on ait une couleur politique. Puis et nous, on se défend de faire ça. On ne veut pas faire ça. On a des opinions personnelles, évidemment, mais en tant qu'organisation, on n'en a pas. Et ça arrive souvent que des gens vont me dire, vous êtes... Ce qu'on aime de vous, c'est qu'on a l'heure juste. Alors même des gens, même des ministres en politique vont dire, si on fait quelque chose de bien, vous allez nous le dire. Si on fait quelque chose de mal, vous allez nous le dire également. Et ça, je pense que ça a été une des clés de notre succès au cours des dernières années. Mais ce qu'on a découvert aussi au fil des ans, c'est que pour arriver à faire bouger les gouvernements, il fallait travailler beaucoup avec la population et mobiliser cette population-là. On l'a fait de toutes sortes de façons différentes, notamment par l'organisation, avec un paquet de collègues du monde syndical, culturel, des gens des arts, d'autres organisations, les marches pour le climat, par exemple. Je vous rappelle qu'en 2012, à Montréal, on a organisé dans le cadre du Jour de la Terre une marche où il y avait 300 000 personnes. C'est à peu près 10 % de la population du Grand Montréal. C'est dur de parler de ces gens-là comme étant une gang de marginales. Dire, si on aurait été 50, oui, peut-être. Comme on l'était quand on est allé au Palais des Congrès en 1995 pour faire l'action dont je parlais tout à l'heure. Mais 10 % de la population d'une des plus grandes villes d'Amérique du Nord, c'est plus une gang de marginaux. Je pense qu'on voit que les mentalités changent. Et que l'action de nos gouvernements commence à changer aussi. Mais il ne faut pas sous-estimer la résistance au changement. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté et l'ampleur de la tâche à faire des changements systémiques comme ceux qu'on propose. Vous avez peut-être vu, avant-hier, dans le Globe and Mail, le Globe and Mail a rendu public une nouvelle selon laquelle l'Ontario allait dévoiler un plan d'action très ambitieux en matière de lutte au changement climatique, des investissements de 7 milliards de dollars au cours des prochaines années. On veut éliminer l'utilisation des combustibles fossiles du chauffage en Ontario. Contrairement au Québec, en fait, nous, on est à peu près à 75 % au chauffage électrique. Eux sont à peu près à 75 % au gaz naturel dans le chauffage. Il y a plein d'éléments intéressants. Et là, ce matin, le même Globe... non, c'est CBC, donc Radio-Canada en anglais. Il y avait un article qui disait, ah oui, mais là, si l'Ontario arrête de consommer du gaz naturel, ça va faire mal à l'Alberta, parce que c'est l'Alberta qui fournit... donc, vous voyez que ce ne sera pas simple. On le voit avec Énergie Est, où on a... J'ai à plusieurs reprises salué plusieurs des initiatives du gouvernement Trudeau, mais sur cette question-là, nous sommes en profond désaccord avec le gouvernement qui dit un peu une chose et son contraire. Alors, vous avez le ministre Carr qui dit « Oui, on va financer la transition énergétique avec l'argent du pétrole. Et donc, ça nous prend un pipeline. » Je ne vise pas particulièrement le ministre Carr, mais il a dit ça à plusieurs reprises. Donc, il y a quand même, et il va continuer d'y avoir une résistance au changement. Et pour arriver à faire face et à briser cette résistance-là, on va avoir besoin de toute l'aide possible. En fait, on étant la population canadienne. Nous, on croit qu'il y a des signes excessivement positifs. On pense que les choses commencent à changer pour le mieux. Il y avait un rapport de Bloomberg New Energy Finance, qui est un peu la branche énergie renouvelable ou économie verte de l'agence Bloomberg, qui a publié une étude il n'y a pas très longtemps qui montre que depuis 2013, au niveau mondial, nous investissons plus dans la production d'énergie à partir des renouvelables qu'à partir des combustibles fossiles. Et les projections d'ici 2030 sont que les investissements dans les renouvelables vont doubler, alors que ceux dans les combustibles fossiles vont diminuer de moitié.
dans ce contexte-là, est-ce qu'on devrait continuer à investir? Et l'idée, c'est pas de dire on va fermer les sables bitumineux de l'Alberta demain matin ou on va arrêter la production pétrolière. Je lisais le discours du trône du très progressiste Brad Wall hier en Saskatchewan, qui disait que là, il y a des gens qui veulent s'attaquer à l'économie de la Saskatchewan, qu'on veut faire fermer les céréales, le bétail, le gaz naturel, le charbon. C'est pas ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est que pour les investissements futurs, par exemple en énergie, en transport, on aille vers des investissements, des choix qui sont en lien avec les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de notre développement social ou encore de nos objectifs environnementaux. Mais on est très confiant dans l'avenir, mais on n'est pas naïf. Il va falloir continuer de se battre, il va falloir continuer de se mobiliser. Et le rôle que des gens comme vous, des chercheurs, jouent au niveau professionnel est très important, mais le rôle, et là-dessus je rejoins tout à fait Laure, le rôle que nous avons à jouer en tant qu'individus pour faire pression auprès de nos décideurs est aussi très, très, très important. Quand 10 personnes appellent dans un bureau de député en l'espace d'une semaine pour leur parler d'un enjeu, ça devient un enjeu pour ce député-là. Et quand ça devient un enjeu pour le député, bien, ça devient un enjeu pour les ministres parce que le député va aller parler au ministre X, Y ou à la ministre pour dire, bien, écoutez, les gens m'appellent dans mon comté pour me parler de ça, c'est quoi la position de notre parti? Puis là, ils vont parler au bureau du premier ministre. Le changement politique, c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait aussi parce que ces gens-là, puis il y a eu un changement de garde. Un changement de garde, évidemment, parce que c'est plus la même gang, mais un changement générationnel aussi avec l'élection du gouvernement Trudeau, où tout à coup, mes vis-à-vis, le chef de cabinet de la ministre de l'Environnement du Canada, c'est un gars chez qui j'ai resté à plusieurs reprises en Alberta, qui était le directeur général d'une organisation qui ressemble beaucoup à ICTER et qui s'appelle l'Institut Pembina. On est des amis depuis à peu près une vingtaine d'années. Qui aurait pensé un jour qu'un de mes amis deviendrait le chef de cabinet d'une ministre fédérale dont le titre a été changé pour inclure la lutte au changement climatique? Moi, je n'aurais pas pensé à ça. Peut-être parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination, mais je pourrais vous donner beaucoup d'exemples comme ça. J'ai un copain au bureau du premier ministre à Ottawa qui me dit n'importe quand tu veux venir. J'ai un copain au Parti libéral du Canada. Si on m'avait dit il y a 10 ans que ça arriverait, non, c'est pas... Je n'ai pas de couleur politique professionnelle, mais vous pouvez voir, d'après mes déclarations publiques, que j'ai une tendance, et que notre organisation a une tendance malgré tout. Alors là, j'ai un ami au Parti libéral du Canada qui travaille au bureau du premier ministre qui me dit « Hey, quand tu veux, tu viens travailler dans mon bureau à Ottawa. » Même à l'époque des libéraux de Jean Chrétien ou Paul Martin, le bureau du premier ministre, c'était comme cette tour inatteignable. On ne se faisait jamais inviter là. On ne parlait jamais aux gens du bureau du premier ministre. On était bien trop bas dans la chaîne alimentaire. Alors que là, n'importe quand, vous venez, on vous organise une rencontre, pas de problème, tu as besoin de rencontrer tel ministre, oui, voici le contact. Les choses changent. Et elles changent pour le mieux. Et on est convaincu qu'on va y arriver, mais on va avoir besoin encore de beaucoup, beaucoup d'aide, tant en tant que professionnel que personnel. Impliquez-vous, c'est super important. On a besoin de ça aussi. Merci beaucoup.